C'est très intéressant justement cette idée à déconstruire parce que ces métiers d'aide, ça doit être une vocation. Et je pense que les gens qui décident de faire des études de médecine parce qu'on leur a poussé ou on leur a fait croire justement que c'était un peu l'élite, Mmh. ce sont souvent des personnes qui se retrouvent pas dans ces métiers à un moment donné. Les métiers d'aide à la personne, il faut aimer ça. Ouais. Qu'importe le métier qu'on va choisir parce que c'est quand même un don de soi. Et est-ce que du coup, en 10 ans de pratique, tu as réussi à prendre ce recul-là et à te demander pourquoi tu en étais venu, toi, à faire un métier d'aide à la personne? Il y a différentes façons de voir les choses. Déjà, je vais rebondir sur ta notion de vocation. Moi, je pense que c'est plus juste de dire que c'est important d'aimer ce qu'on fait plutôt que de penser que c'est une vocation. Parce que, en fait, si vraiment on y réfléchit, passer sa vie à aider les autres, c'est déjà un peu louche, quoi. C'est un peu particulier de considérer qu'on va se mettre de côté uniquement pour aider les autres. Tu vois ? Donc, je pense que d'aller réfléchir à ça, c'est déjà pas mal. Parce que on peut pas, on va pas considérer que c'est vraiment une vocation d'aider les autres. Parce que si c'est une vocation d'aider les autres, t'essayes pas de faire médecine ou kiné. Hein. Tu vas dans un monastère et puis, ou alors tu vas, je sais pas, enfin, tu deviens Mère Teresa, quoi. Tu vois, j'exagère un peu, mais on devient pas cardiologue par hasard et on devient pas dans une aide spéciale. Enfin, on se spécialise pas dans un domaine par hasard. Et à la question qu'on te posait dans des entretiens, qui est qu'est-ce que vous voulez changer, qui vous voulez aider, la réponse elle est toute claire. Hein. Celui qui ne pense pas que c'est lui-même qui veut aider, c'est qu'il a rien compris. Hein. Généralement, on veut soigner le petit garçon ou la petite fille qu'on a en soi, qui tire encore quelques ficelles. Et je pense que la vraie liberté, c'est justement de faire en sorte que ces ficelles elles soient le moins tendues possible pour que ça tire et que ça influence le moins possible le comportement actuel, et puis de pardonner et de prendre dans ses bras le propre enfant qu'on a encore en soi. Et du coup, ça t'a soulagé une fois qu'on t'a expliqué pourquoi en fait tu te sentais différent? Pas plus que ça. Parce que les deux grandes clés quand on est entre guillemets atypique, c'est d'être bien entouré, au sens avoir des parents aimants, d'avoir un ou deux copains qui tolèrent les différences. Ça, c'est la première clé. Et la deuxième clé, c'est d'utiliser, et c'est ce que je dis à tous mes patients qui ont tendance à être comme ça, c'est il faut utiliser ses capacités à son avantage. C'est-à-dire jouer la victime et jouer soit se victimiser, soit tout le temps prôner qu'on est différent, etc. Pour moi, ça n'a pas de sens en fait. Et c'est pour ça que j'en parle pas plus que ça, parce que moi j'ai des particularités, toi t'as des particularités, et en fait tout le monde a des particularités. Et l'idée, c'est de jouer avec ces particularités à son propre avantage. Et alors, tu vois, par exemple, quand tu as des gens que tu suis et qui sont à cette étape, en fait, moi, je trouve toujours intéressant de poser la question et de poser la question de à quoi ça sert le diagnostic, tu vois, à quoi ça sert le tampon. Parce que... J'ai fait une vidéo là-dessus. Comment ? Justement, j'ai fait une vidéo là-dessus en disant posez-vous, avant le test, posez-vous la question pourquoi vous faites le test. Ouais. Et bien sûr. Et une fois le test et les tampons, les notes, les machins, qu'est-ce qu'on en fait ? Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, vous avez une hernie discale. Ok ? À quoi ça sert de savoir ça ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Où est-ce que ça rebondit dans la tête, etc. Voilà, vous êtes Asperger. Vous avez 140 de QI. Mais et alors ? En fait, ça n'a aucun intérêt si on ne sait pas ce qu'on en fait. Et c'est ça ce qui me gêne dans tous ces sujets-là, c'est je suis surdoué, ou j'ai 140 de QI, j'ai truc, je suis hypersensible. Mais en fait, ça se revendique pas, ces choses-là. Ça se vit, t'essayes de faire... tu vois, c'est... Je sais pas, il y a un truc qui... Revendiquer sa particularité, je pense que c'est des gens qui sont encore à l'étape où ils viennent de découvrir, et... il y a comme une espèce de revendication, mais il faut un peu... Je pense qu'il faut de la pudeur aussi, c'est important. Ça pour se légitimer, tu sais, c'est un passage d'une certaine manière. Après, toi, tu l'as découvert
sur le tard, c'est ça? Mais moi, je l'ai toujours su, et sur le tard, on m'a mis une étiquette. D'accord. C'est ça le chemin. Donc, ça veut dire que tu as. Donc, c'est toi qui as été proactif dans la démarche d'aller passer des tests. Ouais. Donc, Mais parce que c'est. Tu t'as poussé, tu aurais pu ne pas les passer. Ce qui m'a poussé, c'est que j'ai fait une grosse dépression et que j'étais consulté des spécialistes pour essayer d'en sortir. Et que c'est pendant ce cheminement-là, moi j'aurais pas fait la démarche de moi-même, hein. Ça m'intéresse pas. C'est ça. Ça m'intéresse pas. Et pour autant, ça t'a fait du bien. C'est-à-dire, est-ce que tu as la sensation que de comprendre ça et de savoir ça, ça t'a permis de sortir de la dépression? Non. Non. C'était pas un lien pour toi? Non, c'était la dépression, il y a forcément un lien quelque part, mais c'est pas ça qui m'a aidé. C'était peut-être un des 150 facteurs, quoi. Ok. C'était multifactoriel, j'entends ça. Ouais.